Bonsoir à toutes et à tous. J'aime bien comme ça, tout le monde se tait. Bon, merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caribe ce soir. On est extrêmement heureux d'accueillir Xavier Mauméjean, qui jusqu'ici nous avait fait la gentillesse et l'honneur de venir à des dystopiales en fait, en festival, mais n'était pas venu en soirée dédiée. Et il a accepté cet exercice toujours un peu délicat, mais assez passionnant, qui est l'exercice de libraire d'un soir. Donc une fois par mois, un auteur qu'on aime nous fait la gentillesse de parler en fait de livres qui sont pas les siens et de nous convaincre qu'il faut les acheter par camion entier, parce que c'est quand même l'idée générale. Et ensuite, on vous dira en fin de soirée donc pourquoi on aime beaucoup ce que fait Xavier Mauméjean, et on vous parlera un peu plus de son dernier livre en date, La Société des faux visages, parce qu'on aime Freud, Jung et Houdini et tous ces gens, et un peu moins les barons voleurs américains, mais voilà. Et donc, le charme de ces soirées, c'est que moi, j'ai presque rien à faire. C'est à Xavier de travailler et de nous parler. Je suis ravi déjà que vous soyez là, puis de vous présenter ces livres. Tout le monde sait ici que c'est difficile de choisir 7 livres. Alors, il faut éviter les catégories, c'est mon préféré, ce ne sont pas mes préférés, je ne sais pas quel est leur statut, mais c'est cette expérience, on va dire, cette très beau voyage. Alors, je vais commencer par celui-ci, Charlotte Berrat, Rêver sous le Troisième Reich. Alors, en 1933, quand Hitler arrive au pouvoir, Charlotte Berrat, qui est une grande amie d'Hannah Arendt, décide de rester en Allemagne, et elle va, donc en 1933, consigner les rêves des gens qu'elle connaît, qui sont nazis ou non nazis, c'est important. Il y a aussi des rêves de nazis. Donc elle va comme ça, de manière pratiquement clandestine, enregistrer sous forme de papier les rêves. Et cela de 33 à 39, le moment où là, il faut vraiment qu'elle parte, et elle quitte l'Allemagne pour rejoindre les États-Unis, et en 40 et quelques, en 43 je crois, elle publie un premier document dans un journal américain qui s'appelle Free World, et en 20 ans après, au début des années 60, elle va publier le document complet qui est Rêver sous le Troisième Reich. Alors, ce qui est fascinant, c'est déjà l'intention qui est celle de Charlotte Berrat, qui est une double résistance intérieure, puisque elle a tenu 6 ans en Allemagne nazie, alors qu'elle-même était déjà en tant qu'intellectuelle de gauche très déterminée et reconnue par le pouvoir. Elle a quand même tenu 6 ans. C'est sa première résistance intérieure, et la deuxième résistance, elle est à prendre au sens littéral, puisque il s'agit des rêves. Et bon, ici, on est tous évidemment intéressés par l'imaginaire, et là, je trouve que le document est fascinant parce que on voit comment on peut forcer un imaginaire, c'est-à-dire que on peut supposer que l'imaginaire, c'est la part libre de l'esprit, c'est l'imagination créatrice, etc. Et là, on voit comment le dernier bastion de ce qu'est la conscience peut être inoculé, peut être infecté par l'extérieur, dans ce qu'il a de plus vil et de plus terrifiant. Et ce qui est fascinant, c'est que dans les rêves, il y a des constantes. Ce qui est quand même dingue. On peut penser que le rêve, c'est de l'ordre de l'intime, du personnel, de la construction du récit personnel. Et ce qui apparaît dans le détail des rêves qui sont consignés, c'est que il y a, dans la majeure partie des cas, une disparition totale de l'espace intime, de l'espace privé. C'est-à-dire que la grande partie des rêves, des cauchemars, parce que ce sont bien sûr des cauchemars, y compris pour les nazis, une grande partie des rêves se déroule à l'extérieur, mais un extérieur qui est complètement démesuré, qui est sous forme d'esplanade, de stade, de choses comme ça. C'est-à-dire que l'espace est démesurément ouvert dans les cauchemars, et l'espace privé n'existe plus. Autre chose, tous les cauchemars sont des cauchemars d'humiliation,
Donc le rêveur est sous le regard moqueur, ironique, ou même la farce grasse des personnages du cauchemar. Et là aussi, c'est stupéfiant parce que ces Allemands qui sont dans l'Allemagne nazie réinventent, quelles que soient leurs conditions sociales, qu'ils soient capables d'être au contact de la culture étrangère ou pas, ils refont des espèces d'archétypes qui sont par exemple le clown. L'un des grands bourreaux qui traverse tous les cauchemars consignés par Berat, c'est un clown. Et au même moment, à peu près, je me rappelle pas la date du film Le Dictateur, mais c'est aussi le choix de Charlie Chaplin d'élever l'horreur à une farce démesurée avec un clown. D'ailleurs, c'est curieux parce que c'est le même cheminement. On voit que les gens font d'Hitler un clown dangereux, et Chaplin avait dit lui-même il avait suffi de regarder Hitler, qui avait déjà des gestes outrés, des poses, etc., pour en prélever son personnage. Son personnage était dans Hitler. Ben là, le clown est dans la tête des gens. Donc c'est la disparition de l'espace privé. Et alors, ce qui est fascinant, c'est dans les rares rêves où il y a un espace intime, les gens vont imaginer des technologies d'espionnage dans leur cauchemar qui n'existent pas à l'époque, ou tout du moins qui ne sont pas connues. C'est-à-dire que les gens vont s'imaginer dans leur cauchemar que le motif des papiers peints contient des mini-caméras, que donc ils sont filmés, ou alors que la fourchette qu'on apporte à la bouche sont des micros qui enregistrent tout ce qu'on dit. Donc l'espace intime, l'espace privé est une deuxième poignée, puisque soit il est dans le démesurement ouvert, et là il n'existe plus, soit il est bien dans le cadre de la maison, mais il est espionné. Ça bien sûr, puisque c'est enregistré dans les années 33-39, totalement indépendamment de ce qu'a pu faire Orwell avec 1984, etc. Donc, ce qui est fascinant, c'est que l'imaginaire contraint par une dictature demeure imaginaire, il demeure créatif. C'est-à-dire que les gens, et j'insiste, un nazi ou non nazi, inventent des choses qui vont faire qu'accentuer leur peur, leur terreur et leur cauchemar. Et c'est vraiment un livre, c'est un document, quoi. C'est très étonnant. D'autant plus, même si ça lui était reproché, que Charlotte Berrat n'a pas voulu analyser. C'est-à-dire que les rêves sont donnés tels quels. C'est à nous de se faire une idée, pas d'analyse. C'est très très bien. Alors, Bruno Bettelheim lui avait reproché, mais comment elle les a récupérés, c'est vrai? elle les écrivait dans des cahiers qu'elle a réussi à sortir tout parti pour les amener aux États-Unis. Elle avait réussi à en faire passer aussi par courrier au début, tant que les États-Unis et l'Allemagne n'étaient pas en guerre, elle pouvait envoyer. Voilà, mais la version finale, qui est celle-ci, elle a été publiée tard, au début des années 60, je dirais. Voilà. C'est vraiment étonnant, hein, très très étonnant. Elle était quoi au départ? Elle était sociologue ou psychanalyste? Ou simplement comme ça? Non, elle n'avait pas de formation, elle n'était pas analyste en tout cas, hein, c'était pas son métier. Coup de chance, parce que comme ça le document n'est pas orienté, quoi. Moi je la connais comme amie d'Hannah Arendt, c'est un nom qu'on croise assez, mais je sais pas quelle était sa profession, mais elle n'était pas analyste en tout cas. Mais c'est des gens quand même qui lui ont livré leurs rêves. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que ça a aussi un côté pas relativiste, hein, certainement pas, mais nuancé, parce que on voit que les nazis ont peur. Alors les nazis, c'est une étiquette dans laquelle on peut tout mettre arrive à un certain moment. Est-ce qu'il est difficile d'être nazi ou de ne pas être nazi à telle année? Ça, c'est des questions que heureusement on ne se pose pas, mais le fait est que des nazis, quel que soit leur degré d'implication, sont terrorisés. Et donc cette fameuse ritournelle, on reste libre dans sa tête, c'est une farce. Bien sûr. Non, c'est vraiment bien. Et ce qui est très étonnant, c'est que
on trouve dans un État moderne, structuré occidental, des comportements qui nous ramènent aux Babyloniens de -600 avant l'importance des rêves, son contenu politique, etc. Bon, les Babyloniens, ils avaient une police des rêves, ça c'était bien. Si vous rêviez que vous en preniez à la personne de Nabucodonosor, ben on vous exécutait parce que vous étiez pris. Enfin, sans aller jusque-là, il y a quand même ouais, ce télescopage entre l'imaginaire et le politique. Et ce qui est fascinant, et je pense aux auteurs qui sont là, c'est que l'imaginaire continue de créer alors qu'il est pressuré, écrasé, même si c'est des créations tristes, comme les fourchettes micro ou les caméras papier peint, on dirait qu'il se débat pour se sortir de ça et il continue de créer quand même, c'est très beau. Non, vraiment, je sais pas comment vont s'en sortir les autres, mais celui-là, il faut absolument le découvrir, il est très beau. Ça remet les pendules à l'heure en plus. Voilà pour le premier. Voici celui-là, Billy Milligan. Très très bien. Quelqu'un connaît peut-être? Non? Ouais. Alors Billy Milligan, ça c'est une histoire qui me suit depuis des décennies. Je vois au fond quelqu'un qui doit s'en rappeler, oui. Ça fait combien d'années qu'on s'est pas vu? Ça fait 20 ans? Ouais, ben, content. Ouais, c'est... Alors ça c'est incroyable. Et je regrette que c'est Night Shyamalan qui a fait un film, enfin on y reviendra. Bon, 1977, en Ohio, l'université Columbus, il y a 3 jeunes étudiantes qui sont violées. Très rapidement, la police suit la piste d'un individu qui s'appelle William Stanley Milligan. Il tombe dessus, il est enfermé, on a retrouvé des indices chez lui, il n'y a aucun problème. C'est une affaire qui est prévue pour être réglée très facilement. Et les 2 avocats en charge de la défense se rendent compte, ils interrogent séparément, se rendent compte qu'ils n'ont pas affaire à la même personne. L'un des avocats a affaire à une sorte de petit garçon, alors que William Stanley Milligan est un grand gaillard d'1,80 m, un petit garçon apeuré qui pleurniche, etc. Et l'autre avocat, une avocate en l'occurrence, a affaire à une espèce de provocateur, de voyou, qui ricane, qui fume jusqu'au filtre les cigarettes de ses avocats, qui en demandent, etc. Donc il demande une expertise psychiatrique, et badaboum, ils se rendent compte qu'il est atteint d'un syndrome de multipersonnalité et qu'il a 13 personnalités apparentes. Donc du coup, problème de justice, qui a violé? Est-ce que c'est le William Stanley Milligan, c'est-à-dire la personnalité d'origine, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il s'avère que c'est quelqu'un d'autre. C'est une Adalana, une lesbienne, personnalité lesbienne, qui a été aidée par Ragen, qui est une espèce de brute de l'Est, qui s'est servi de sa force pour aider Adalana dans ses viols successifs. Et en fait, on va se rendre compte que Ragen, qui est un nom faussement slave, c'est la contraction de Rage Again, donc c'est une espèce de pulsion violente qui apparaît de temps en temps chez Billy Milligan, et que Adalana, qui est une jeune fille instable, est l'une des multi-personnalités qui ont éclaté suite au viol répété de Billy quand il avait 8 ans par son beau-père. Et en fait, quand Billy a été violé, il a été non seulement violé, mais torturé dans des conditions invraisemblables, enterré vivant, attaché avec des chaînes dans une grange, etc. Bon, une espèce de fou. Et sa personnalité a explosé en différentes parties. Chaque partie, on s'en rendra compte par la suite, incarnant plus ou moins une des personnes de l'entourage du jeune Billy quand il avait 8 ans, de 8 à 10 ans. Bon. La justice
se retrouvent devant un cas invraisemblable. C'est pourtant bien parti au départ. Mais on va pas aller faire témoigner 13 personnes différentes. Sachant que il y a des adultes hommes, des adultes femmes, des enfants filles et des enfants garçons. Et au fur et à mesure, donc la justice n'accepte pas le verdict de syndrome de multipersonnalité, et donc Billy, faute de mieux, est interné dans un asile qui, en tout cas dans son premier, est capable de suivre ce type de gens. Il y a coup de chance, il y a de grands analystes qui sont dans l'établissement, et alors là, ils vont être à la fête, hein, les analystes. Non seulement les différentes personnalités se connaissent, ce qui n'arrive jamais chez les schizophrènes atteints de... Mais elles forment une communauté qui est parfaitement organisée, parfaitement ordonnée. Par exemple, un jour où, lancée sur l'autoroute, la voiture de Billy a été reprise en main par Danny qui a 6 ans, ben ils ont failli mourir. Donc à partir de là, les enfants n'ont plus accès à la conscience quand il s'agit de conduire des voitures, de faire la cuisine pour pas mettre le feu dans l'appartement, etc. Autrement dit, on est affaire à une espèce de société, de personnalités multiples, qui occupent toutes les unes après les autres ce qu'ils appellent le tunnel de lumière, c'est-à-dire une espèce de colonne comme ça, où quand on rentre dans la colonne, on part, on devient, on émerge, quoi. On prend. Mais d'autre part, on est fasciné parce que avec les avocats et les psys qui suivent Billy au fil des ans, parce que à un moment le procureur s'est dit bon c'est du pipeau, c'est pour échapper à la prison, etc. Sauf que au final, William Stanley Milligan est resté plus longtemps en prison, enfin en établissement de soins que s'il était resté en prison, sachant qu'en plus ses victimes ont retiré leur plainte et que c'est l'État de l'Ohio qui a, ce qui est une possibilité dans le droit américain, qui a endossé la plainte des précédentes victimes pour porter plainte contre Billy Milligan. Donc c'est très compliqué. Et donc dans ces 13 personnalités, qui au final feront en fait 23 personnalités plus une, parce qu'il y a les indésirables, ceux qui peuvent pas rentrer dans le tunnel de lumière, qui sont les personnalités tenues à l'écart par les personnalités qui sont déjà elles-mêmes tenues à l'écart. Bon, c'est assez compliqué, mais 24 personnalités, dont certains, par exemple, sont peintres et exposés. Il y a un peintre, Allen, parmi eux, qui est reconnu localement comme étant un artiste. Il y a Arthur, qui est plus ou moins le chef, qui est un Anglais arrogant, qui les supporte mal. Il y a un électricien, un cambrioleur, enfin il y a tout un tas de personnes comme ça. Alors par exemple, le cambrioleur va dans une maison et n'arrive pas à défaire le système de sécurité. Donc il disparaît, il fait arriver l'électricien, qui bricole vite le système de sécurité, qui disparaît, qui laisse place au cambrioleur. Donc il y a collaboration entre les personnalités. C'est pratique. Oui, c'est pratique. Oui, oui. Il y en a un qui est vendeur d'armes, c'est ce qu'il est moins quand même. Parce que du coup, les autres se font agresser. Et il y aurait tellement à dire. À un moment, les avocats vont se rendre compte qu'ils parlent parfaitement l'arabe littéraire. Alors, où est-ce qu'il a appris? Parce que là aussi, c'est assez fascinant. À un moment, Billy est frappé par un docker. Il y a eu malentendu. Le docker pensait qu'il le draguait, alors que en fait, Billy était un petit garçon à ce moment-là. C'était Danny. Donc, il y a eu un malentendu. Donc, le docker frappe Billy, qui est un grand gars, donc il tombe. Billy, il y a un conseil vite fait dans sa tête. On a frappé Danny, donc on a frappé le petit. Il faut envoyer Ragun. Ragun se réveille instantanément, que c'est la figure du docker. On se rend compte même comment on a du mal même à imaginer comment c'est physiologiquement possible. Parce qu'il dort jamais. Enfin, il dort très peu. Il apprend tout le temps, il sait tout. Et à un moment, sa vie va devenir difficile du fait du procureur et de directeur d'établissement qui en font une affaire personnelle,
qui veulent pas de Billy comme malade starisé en plus, etc. Et Billy Milligan va se souvenir qu'il a lu un livre qu'il a adoré, qui est Des fleurs pour Algernon, et qui voit dans ce livre la possibilité d'être entendu. Et donc il va lui-même prendre contact avec Daniel Case, qui à l'époque est professeur de littérature à Columbus, coup de chance dans l'Ohio. Et Daniel Case va accepter de devenir le biographe de Billy Milligan, ce qui pour nous, pour les gens qui sont ici, pas mal, est quand même génial, parce qu'on a affaire à un vrai schizophrène, un cas d'école même, 24. Je crois qu'à ce jour, c'est toujours lui qui détient le record. On a affaire à un vrai schizophrène qui est pris pour fou, et qui donc va faire appel à un écrivain d'imaginaire qui a raconté la fausse histoire de Charlie et d'Algernon pour faire éclater la vérité. Donc il y a un jeu comme ça entre vrai et faux qui me plaît beaucoup. Et vraiment, c'est un livre qui me suit depuis des années. Alors, ce qui est dommage, c'est que dans la très jolie collection Interstice, où il avait été repris, pour des raisons de droit, je me rappelle que Sébastien n'avait pas pu avoir les droits des dessins, parce que là, ça coûtait très cher, mais dans l'édition américaine, il y a les dessins des différentes personnalités. Parce qu'à chaque personnalité qui apparaissait, on leur demandait « Dessinez-moi l'un de vos amis ». Et donc, vous avez des dessins faits par des petits, donc c'est vraiment des dessins d'enfants avec des roues en guidon, etc. Vous avez plein de dessins par des adultes médiocrement doués, et vous avez Alan qui est un artiste peintre, c'est magnifique. Il n'a pas un Dalana, Alan, qui a un portrait, elle est magnifique, elle est touchante. Voilà, ça c'est... Alors, évidemment... Dalana, c'est la lesbienne qui viole. Oui, voilà, et qui est très attachante parce que tous les personnages, en fait, sont des écorchés parce qu'ils reflètent le drame de Billy à travers des interprétations, quoi. Par exemple, celui qui fait beaucoup de peine, c'est Danny, il a 6 ans, et quand les personnages ont mal, mais même un accident de voiture ou se brûler à la gazinière, c'est Danny qui prend. C'est l'absorbe-douleur de la communauté. Et en fait, Danny, c'est Billy, hein. C'est évidemment Billy. Mais c'est très fort, parce qu'à un moment, Arthur, l'anglais, comprend que pour sortir de l'établissement psychiatrique, il va falloir être sain. Mais bon, on peut pas être du jour au lendemain sain. C'est pas possible. Donc, ils vont progressivement mettre en place un tri. Donc toi, tu vas plus dans le tunnel de lumière. Toi, t'es trop petit, on va voir que t'es un enfant, tu vas plus. Jusqu'à arriver à un moment où ils ont prétendu être Billy Milligan. C'était faux, c'était un faux Billy. C'est quand même génial, hein. Un faux self. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce monsieur? Alors déjà, pendant ce temps-là, Billy, le vrai Billy, le Billy originaire, il était loin du tunnel de lumière, parce qu'ils avaient très bien compris que s'il reprenait conscience, tous les autres disparaissaient. Donc il était tenu à distance. C'est dans cette affaire qu'a été inventée une thérapie qui consiste à pousser chacune des personnalités à se détruire entre elles. Il y a d'ailleurs eu un très bon film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais un film que je vous conseille qui s'appelle Identity, qui est un polar, Olivier, qui est un très bon, où il y a beaucoup de gens des profils différents qui se retrouvent dans un motel. Donc, la première partie du film, c'est un polar. Putain, pas de Juste- c'est bon. Hein? Mais putain, pas de c'est bon. C'est dans ce film. Et jusqu'au moment où ils vont se rendre compte qu'ils sont tous nés le même jour. C'est brillant, hein. Et donc, c'est une mise en, c'est une mise en situation de cette thérapie qui consiste. Alors, il est sorti de l'asile une première fois en 91, mais il a eu des problèmes avec l'administration comment on dit, de liberté sous caution, qu'il a fait suer, parce qu'il voulait comptabiliser certaines années. Enfin bon, il a rechuté. C'est-à-dire, il a à nouveau été violent, c'est ça que ça veut dire? Non, violent, non, il n'a jamais été violent. Il est ressorti en fin 90
mais c'est une star aux États-Unis, lui, il est connu. Et alors, ici, on va beaucoup apprécier le clin d'œil. Comme parmi toutes ses qualités et talents, c'était un grand bricoleur, il a travaillé sur la série télé Star Trek, dans les effets spéciaux. Bon, il était engagé parce que c'était Billy Milligan, hein. C'était, mais on voit c'est marrant, son nom dans les effets spéciaux. Puis je crois qu'il est mort maintenant. Bon, il était âgé, hein. Il y a des personnages comme ça, il y a lui, il y a Susan Wiley aussi, je sais pas si quelqu'un connaît, Ginny, découverte en 1971 dans un placard à Los Angeles, qui est le seul cas d'enfant sauvage urbain connu et filmé. Il y a comme ça des personnages très attachants. Jenny, c'est si vous pouvez faire une recherche, donc Suzanne, S-U-S-A-N, Wiley, W-I-L-E-Y, c'est Jenny, mais comme un génie, comme le génie de la lampe, qui est très attachante. Elle a... Oui, oui, sur elle. Hein. Et là aussi, il y a un vrai... Ça finit mieux avec Billy qu'avec Jenny. Avec Jenny, on peut même... le cas de Susan Wiley est terrible parce que on peut pas mélanger science et sentiment, ce qu'ils ont tenté de faire, et au final, à quoi ils ont renoncé? Bah, au sentiment, évidemment, c'était scientifique. Enfin, là, alors, oui, Hollywood, bien sûr, est intéressé. Quelle aubaine pour un acteur. Alors, il y a eu Johnny Depp qui, à un moment, a été intéressé, Brad Pitt, et puis ça s'est pas fait. Et finalement, Night Shyamalan a sorti un film qui est inspiré de ça, mais qui hélas, voilà, qui n'est pas ça. Ça aurait été tellement mieux si ça avait été la véritable histoire. Mais moi, je suppose que le bouquin a trop traîné à Hollywood. Il fallait bien qu'à un moment, on fasse quelque chose de ces 24 personnalités. Et ça, c'est vraiment très très bien. Hein. Il est mort en 2014. 2014, bah, il n'y a pas si longtemps en fait. Et alors, pendant que tu décrivais le truc, je pensais à la danse miroir de Lois Pasteur de Gaulle. Elle a clairement utilisé le même système Oui. pour un de ses protagonistes. Oh, oui. Et elle appelle ça la bande noire. Oh, c'est ce c'est qui joli. fonctionne en arrière pendant qu'ils envoient la personnalité de. Wow. Mais clairement, elle a utilisé. Et à quelle époque, tu sais? 1994. Oh, c'est très possible alors, hein, Or, ouais. en plus, le bouquin, apparemment, il est sorti aussi, enfin, il y a eu aussi des travaux sur Reagan en 1994. Non, tu parlais, je vérifie. Bah oui, parce que la première traduction en France, ça doit être au Seuil, et c'est 1980. Voilà. Tu vois, en France. Hein. Ouais. Mais j'avais trouvé ça extrêmement intelligent de la part de Matt Pasteur de Gaulle, le travail sur la schizophrénie à ce moment-là. Mais évidemment, je ne savais pas qu'il y avait ce cas-là. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que pour moi, effectivement, dans ce que j'ai appris il y a 30 ans, c'est qu'il n'y avait pas de communication. Oui, bah bien sûr, c'est ce que... Voilà, oui, oui. Puis il y a des cas... il y a des cas qui avaient été quand même assez bien renseignés des les années 50 comme Eve White, mais donc ils ont fait un très mauvais film. Les Trois Visages d'Ève, c'est une horreur parce que le film est désamorcé de toute la violence du cas, donc ça devient un drame à la Doris Day, mais Doris Day elle est énervée quoi. C'est son Doris Day, mais c'est dommage. Mais C'est terrifiant. il y avait des cas qui avaient été renseignés avant Billy, mais il y avait quand même dans l'école américaine une difficulté à admettre la multipersonnalité. Là, ils sont obligés de l'accepter. Hein. Et en France, c'est accepté. Et moi, j'en avais entendu parler, ça va pas nous rajeunir, dans Actuel. C'était la revue Actuelle. Et enfin, à l'époque, on pouvait tout. Ils étaient allés interviewer Daniel Case pendant le cas. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans le Actuel, ils avaient reproduit les dessins, mais c'était pas encore Billy tel qu'il était connu. Le livre n'était pas sorti et tout ça. C'est Daniel Case, celui qu'on connaît, qu'on aime tellement, qui était en train de se dire, écoutez, je travaille pour lui, mais c'est une histoire invraisemblable. Mais c'est beau cette histoire de savoir que c'est en fait par accident la suite tellement évidente des Fleurs pour Algernon en fait. Et ouais.
Lors des séquences justement avec les avocats qui passaient d'une personnalité à une autre sans Ah oui, oui, prévenir, oui, ou, oui, c'est ça qui est donc, en fait, fascinant. ils pouvaient avoir 6 ou 7 personnalités en face, Oui, 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 qui leur oui, faisaient les oui. propos qu'ils voulaient. Mais ils l'ont même mis parce que comment dire, l'accusation, ils y croyaient pas un mot, donc il était filmé. Euh, Ils avaient des tics oui, oui, physiques oui. ou autres pour qu'on puisse les Ah, différencier. ben, Il y en a un qui oui, se oui, caressait les mains ou oui, oui, tout à qui fait. se touchait les cheveux. Oui, mais Ça. à la fin, il les reconnaissait même. Et par exemple, Un accent. oui, 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 ah ben, notamment Reagan, mais Reagan est un slave inventé, c'est ça qui est Mm. intéressant. Donc on voit que les personnalités sont faites. Lui, son psychisme a explosé aux alentours de 8-10 ans. Mhm. Donc en fait, c'est fait aussi avec l'imagination, mais les limitations culturelles d'un enfant de 8-10 ans, en plus qui était d'un milieu pauvre, enfin d'un milieu pas favorisé en tout cas. Mais en préparant la soirée, je suis allé rejeter un coup d'œil, j'avais oublié son beau-père, il peut pas y avoir de gradation dans le mal, mais Vraiment, c'était assez important. lui, c'est incroyable. C'est bon pour là? Et juste, comme il y en a 7, Ouais, ouais, c'est vrai. juste, voilà, je ne voudrais pas être rabat-joie ni entretenir une pénurie artificielle comme le font certaines firmes, certaines entreprises. Mais ce livre-là, malheureusement, ce soir, il n'y en a que 2 exemplaires. Bah, Tu vas voir. Voilà, non, au prix Ah, normal. ça, Il n'y en a que 2. c'est l'une des très belles réussites de Sébastien Guillot et de la collection Interstice, parce qu'en plus, il avait très très bien marché. Traduit par Ouais. qui? Non, il est traduit par qui, du coup, excuse-moi. Attends, On voit la personne. Jean-Pierre Carassou. Ah, Je connais pas. très bon traducteur. Bon, alors ouais, le problème c'est, alors on va passer, tiens, on va faire court. Bill Bryson. Alors Bill Bryson, c'est quand la journée a été pénible, que vous avez ras-le-bol, que tout va mal, Bill Bryson. C'est vraiment n'importe quoi de Bill Bryson, mais Bill Bryson. Et notamment les livres qu'il a consacrés aux États-Unis. Celui sur les Australiens est très très bien, mais j'ai du mal moi à rire. Je ris difficilement en lisant des livres ou en voyant des films, alors que je ris assez facilement dans la vie. L'effet rire ne fonctionne pas. Lui, il me fait rire. Voilà, il y a des gens comme ça. Woodhouse me fait rire. Voilà. Et Bill Bryson, il me fait rire. Ça fait du bien. Ce sont les lectures qui font du bien, quoi. Et celui-ci notamment parce que il raconte son enfance dans les années 50. Et je sais plus qui a dit que le passé est un autre pays. Les gens font pas les choses comme ici. C'est vrai. C'est-à-dire que l'Amérique des années 50 est un pays de science-fiction. Et il le décrit très très bien, avec les casquettes à hélice, les exercices anti-guerre nucléaire où on se cache sous les tables, très sérieusement évidemment, les gens qui marchent dans les avions en fumant, c'est quand même assez fou, les séries télé, les drames radiophoniques, l'importance du barbier pour le père et du coiffeur pour la mère, qui sont 2 exercices symétriques mais très différents dans les contenus, hein. C'est un régal. Il n'y a pas tellement d'épisodes à raconter, surtout que Bryson raconte ça très bien, mais je vous le conseille. On dirait, c'est tellement loin l'Amérique qui nous décrit qu'on dirait du Philippe K. Dick. Vraiment. C'est invraisemblable. Et je crois que en 2018, c'est bien de lire ça parce que l'Amérique actuelle s'invente une Amérique passée qui n'est pas celle-ci. Parce que Bryson, sous couvert
d'avoir de l'affection pour ces années d'enfance balance hein, quand même sur le nucléaire et les Américains, sur le gaspillage invraisemblable qui était celui des années 50, etc. Mais l'Amérique d'aujourd'hui peut pas se reconnaître là. C'est pas la même Amérique de toute façon. Et elle ne pourra pas réinventer celle-ci parce qu'il manque les soviétiques déjà. Qui est une donnée fondamentale, ils sont toujours là, toujours. Ils sont là dans les mauvais films des drive-in, il y a les soviétiques, il y a la planète rouge, ils sont, et ce sont des partenaires importants du passé. C'est-à-dire que mon ennemi appartient à mon passé. Et je peux pas me rebâtir un passé si j'inclus pas tout le monde, quoi. Et l'Amérique de Trump, elle inclut que l'Amérique de Trump, elle inclut même pas toute l'Amérique de 2018. Donc c'est marrant comme la nostalgie de l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas le réalisme invraisemblable des années 50 d'hier, quoi. Voilà. Et tout ça pour insister, c'est drôle. Surtout, je voudrais pas tout gâcher en faisant le malin, Lana, Trump, ralala, nostalgie d'aujourd'hui. Non, non, c'est juste drôle. Hein. Voilà, on en restera là, c'est très drôle. Oui. Justement, du coup, ça m'évoque un autre livre, c'est Cœur perdu en Atlantique de Stephen King. Oh oui, ah bah, c'est pareil. Voilà. C'est tout à fait pour moi, un des plus beaux textes de King. Ah, bah oui. Avec leur espèce de tournoi de cartes très attachant. Oui, c'est exactement ça. Ben, l'Amérique de... Tu parles notamment de celui où ils sont à la fac, j'imagine. Voilà, c'est ça, Oh, bien sûr. Ben, cette Amérique de King, dans ce passage-là, c'est celle-là de 10 ans après. Voilà. C'est le grand frère de Bill Bryson qui est dans le même couloir que Stephen King, c'est ça. Ouais. Non, vraiment très bien. Bon, j'ai rattrapé là du coup. Hein. Impeccable. Ouais. Maintenant, on va faire équilibrer ce Alors là aussi, grand livre qui est régulièrement réédité, alors que c'est pas quelque chose qui est connu de tout le monde, et pourtant il doit avoir un public, une transmission quand même de lectorat à travers les générations, parce que il est continuellement réédité. Alors, livre jamais adapté au cinéma, alors qu'il en a été question, par contre, souvent pillé. Hein. Ça a été une mine à production plus ou moins bonne. Je pense que le film Un jour sans fin, le jour de la marmotte, est une lecture intelligente d'ailleurs, talentueuse de Ripley. Mais Ripley, ça demeure comme ça, ces livres étonnants. Il y a aussi l'échange de, comment il s'appelle? Oui, merci beaucoup, Bertrand. Oui, que de chez Folio, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Alan Brenner, l'échange, qui sont. Alors, celui-ci commence. Il y a Jeff Williams qui a 40 ans, 43 ans, un truc comme ça, qui s'effondre net d'une crise cardiaque. Il est mort. Et il se réveille, il a 18 ans, en 1963, avec la mémoire totale de sa précédente existence. Alors, dans un premier temps, il est éberlué, évidemment, mais comme il a une bonne mémoire, il va boursicoter très rapidement, il va faire des paris sportifs, et il va renflouer, enfin, il va s'assurer une tranquillité financière. Mais dans un premier temps, il est assommé par ce qui lui arrive, on le serait à moins. Il va tenter, il a le temps de prévenir la sécurité du président Kennedy de ce qui va se passer à Dallas. Il y arrive, sauf que Kennedy se fait assassiner quand même par un plan B, ou C, ou D, il se fait assassiner. Bon. Il monte une boîte qui s'appelle Future Incorporated, qui prévoit le futur, donc c'est des grands bâtiments, des tas d'employés, mais en fait c'est lui qui dit ce qui va se passer. Et arrivé à 43 ans, il meurt. Et il se réveille à 18 ans, mais un peu plus avancé dans l'année 1963. Donc ça recommence, nanana, 43 ans, il meurt. Voilà, la plaisanterie commence à être un peu lourdingue, alors il commence à faire le fou, il picole, il boit, il fait des jeux risqués et tout, il meurt à 43 ans, ou avant, je sais plus si... Mais en tout cas,
il renaît sans cesse dans une année 1963 repère qui avance quand même, voilà. Et puis lors de sa quatrième incarnation, son quatrième replay tout simplement, en 1974, il va voir un film qui est le méga hit mondial, qui s'appelle Starsea, et il est fasciné par le film, sauf que dans notre réalité, il n'y a jamais eu de Starsea en 1974. Donc là, il va tenter de trouver qui est la productrice du film, qu'il a elle-même écrit, et en fait, elle s'appelle Pamela, je crois. Et elle fait elle-même des replays. Donc ils vont vivre une vie très heureuse. Et puis il meurt, lui. Et il se réveille. Donc il va retrouver Pamela. Sauf que elle n'a pas encore atteint le moment où elle va le reconnaître. Donc voilà, ça continue, etc. Et à un moment, il passe une annonce à deux dans tous les grands journaux du monde entier. C'est mettons, en 75, qui dit si vous avez connu Star Wars, la prise de l'ambassade américaine à Téhéran en 79, donc toute une série comme ça d'événements, contactez-nous et il se passe quelque chose. C'est bluffant. C'est jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière ligne, il y a un coup, enfin une chute comme dans un road sailing. Jusqu'à la dernière ligne, c'est remarquable. C'est un des grands romans de science-fiction pour tous les gens, y compris ceux qui n'aiment pas la science-fiction, ou en tout cas qui prétendent ne pas l'aimer. Ma belle-mère, elle n'aime pas la science-fiction, et elle nous avait conseillé de regarder la série Alias. Il y a quand même un immortel italien. Non, qu'est-ce que les gens entendent par science-fiction? C'est robots et fusées, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon, là, je crois que il était assez connu, hein, assez repéré par ici. Bon, allez, lequel maintenant? Allez, le gros. Ouais, allez. Alors, je sais que Hugues l'aime beaucoup aussi, Douglas Hofstadter. Alors, Douglas Hofstadter, il a été connu dans nos latitudes par un livre qui s'appelait Gödel, Escher, Bar, qui était assez remarquable. Et il a tenu une rubrique longtemps dans, je ne me rappelle plus la revue scientifique, qui s'appelait Mathémagie, où il jouait sur l'imaginaire scientifique. Et Hofstadter a fait un choix de carrière qui a été de s'intéresser à l'intelligence artificielle non appliquée. Donc ce sont des modèles théoriques, donc ils ne trouvent pas de réalisation actuelle. Tout le monde a dit tu vas te flinguer ta carrière, alors qu'il aurait pu travailler dès les années 70 à la révolution, enfin aux révolutions successives informatiques. Non, lui travaille sur l'intelligence artificielle théorique, et je pense que au final, si tout se passe bien pour lui, c'est lui qui aura raison en fait. Parce qu'en travaillant sur des modèles d'intelligence artificielle qui sont pas contrés par la simple capacité des machines de prévoir des choses qui s'avéreront pas correctes plus tard, mais bon, c'est un passage intéressant. Emmanuel Sander, je ne connaissais pas avant d'avoir lu ce livre. C'est plutôt sciences cognitives, et ils ont donc fait un ouvrage sur l'analogie. Alors, le livre est remarquable. Hein. Vous apprendrez pourquoi 7 égale 7 et 3 plus 4 égale 7 sont pas c'est pas une relation d'équivalence. C'est pas la même chose. Et c'est brillant quand il le démontre. Mais surtout, ce qui est très bien, c'est que nous, on a tendance toujours, et c'est même intéressant pour les auteurs d'imaginaire qui est ici. Bon, déjà avant d'attaquer sur Hofstadter, une petite remarque. La réflexion sur l'imaginaire en France, elle a 40 ans de retard. Non, le problème, c'est que on est vraiment très en retard sur la réflexion. Vraiment, hein. Par exemple, je ne sais pas si dans la librairie, il y a un livre qui s'appelle Univers de fiction, je crois, de Thomas Pavel. Ça, c'est très bien, c'est très balèze. C'est-à-dire que les Américains ont pris au sérieux l'imaginaire dans les années 70, et il y a des réflexions, si vous voulez, qui sont pas simplement
de l'exégèse ou de la culture, qui sont des réflexions analytiques sur ce qu'est le genre. Et nous, on n'a pas ça, de l'analyse. Par exemple, comment se fait-il que dans Le Seigneur des Anneaux, les rêves sont des rêves comme dans notre réalité? Or, il y a des Nazgûl, il y a des hobbits, etc. Il aurait fallu que l'auteur imagine des rêves influencés par l'extérieur, par le monde. Ils ne peuvent pas avoir... donc, il y a une carence dans l'imaginaire. Là, c'est intéressant, voilà. Comment se fait-il que quand on entre dans un espace imaginaire, les propriétés de l'espace réel demeurent? Exemple, quand la fine équipe rentre dans Mordor, bah, ils peuvent tomber, s'écorcher le genou. Ça fait partie de Mordor. C'est-à-dire que le monde secondaire, le monde de la fiction, conserve les propriétés physiques du monde originaire, le nôtre. Bon, bah, ça on n'a pas hein, ici ce genre de réflexion. Donc en fait, le problème c'est que on ne sait pas, je m'inclus dans l'eau, hein, ce que signifie imaginaire. Et je pense que si on se débrouillait pour trouver ça, ben, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Parce que le problème, c'est que la science-fiction, on s'est bien marré pour essayer de définir la science-fiction et tout. Il n'y a pas besoin, je pense. La fantaisie non plus. L'imaginaire, c'est pas une troisième catégorie. C'est ce qui sous-tend tout ça. C'est un moyen. Et ça, il faudrait quand même qu'on y réfléchisse à ce que c'est. Et alors, le mois de l'imaginaire, nickel, mais c'est une opération éditoriale et commerciale. Les états, je me... Voilà. Bon. Et donc, l'analogie, bah oui, voilà, très bien. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on pense de manière consécutive et chronologique. Notre façon rationnelle de penser fait qu'on pense de manière causale, cause-effet, aujourd'hui, demain, nanana. Or ça marche pas. Bon, c'est le fameux exemple de la dinde de Russell. Vous avez une dinde, elle est intelligente, on la met dans, comment on appelle les clapiers pour dinde? On la met dans un clapier pour dinde, et on lui donne à manger à 7h du matin. Le lendemain, on lui donne à manger à 7h du matin. Et le surlendemain, on lui donne à manger à 7h du matin. Donc, comme elle est intelligente, on déduit que le lendemain, à 7h du matin, on lui donnera à manger. Sauf que le lendemain, c'est Noël et on lui coupe le cou. Voilà. Donc, en fait, il y a des limites avec la pensée causale, objective et rationnelle. Et ce livre montre que, justement, on fonctionne tout autant en pensée analogique, et en fait, beaucoup plus que ça. Et Bertrand, par exemple, c'est un super outil pour comprendre l'Uchronie. Parce que, notamment, et notre rapport au temps en général. Par exemple, si je vais dans un endroit où je suis jamais allé, qu'il y a un ascenseur, ben, je vais savoir l'utiliser. Pourquoi? Parce que je vais puiser dans toutes mes expériences d'ascenseur, je vais vider tout ce qui est secondaire, en bois, en fer, gros boutons, petits boutons, pour garder un schéma analogique qui est l'ascenseur. Donc je vais savoir utiliser l'ascenseur. Et la pensée analogique, elle est totalement indépendante de la chronologie. Par exemple, si vous avez passé un super Noël et que ça vous fait penser à votre super Noël de quand vous aviez 6 ans par analogie, il n'y a pas besoin de relation de cause à effet, de retourner dans le temps, il ne faut pas 20 ans pour retrouver l'épisode, etc. Et donc, c'est une réhabilitation, en fait, de une pensée qu'on utilise tous les jours, tout le temps, qui est très utile et qui fait que l'analogie, en fait, remplace beaucoup la mémoire, notamment, et la pensée rationnelle. Et il développe aussi une autre catégorie dans ce livre qui est passionnante, qui est la notion de faux authentique. C'est un néologisme qu'ils ont inventé, qui est du faux, qui se dit faux, mais qui présente toutes les caractéristiques du vrai. Par exemple, vous allez à Venise, dans une boutique de dentelle, et vous achetez de la dentelle vénitienne. Et elle vous est vendue par des dentelières vénitiennes. Sauf que la dentelle, elle est faite en Chine. Donc en fait, le faux arrive au moment où il est tellement saturé de vrai autour de lui, qu'il est non seulement probable,
mais qu'il est admissible en tant que vrai, alors qu'il est faux. Et moi, ça m'intéresse beaucoup par rapport à ce que je fais quand je mélange du vrai, du faux, des trucs, etc. Le faux authentique, je trouve ça très joli, c'est très très bien. Voilà, bon, super bouquin, vraiment. Ensuite, allez, celui-là, William Friedkin. Alors, c'est les mémoires d'un voyou de génie, donc il y a un talent monstrueux. Alors, William Friedkin, il naît en 36 à Chicago, famille ultra pauvre, vraiment une vie de misère. Et puis un jour, il voit, donc il est très bon au softball, à se battre dans la rue, enfin des choses comme ça. Et un jour, il voit Citizen Kane. Et là, pas de bol, il est complètement incendié par le film. Il n'avait pas du tout prévu, hein. Il n'avait pas le profil pour aimer Citizen Kane. C'est des choses qui arrivent, voilà. Et donc, il découvre le cinéma et il va travailler comme coursier dans une boîte, mais il est à peine scolarisé, Friedkin, hein, au départ. Hein. C'est un voyou, enfin, garçon des rues, un autre de Chicago. Voilà. Et donc, il va apprendre sur le tas, et puis il va réaliser un premier film qui fait de briques et de broc avec des morceaux de pellicule qu'il récupère, etc. Et qui va permettre à un condamné à mort d'avoir sa peine commise en prison à perpétuité. Et Friedkin dit plus tard qu'en fait, il pense maintenant qu'il était coupable. Bon, il passe de ça à faire du Alfred Hitchcock présente, puis après il fait un film avec Sonny and Cher, du Times. Oui, un peu, hein, quand même. Cher, très belle, très indifférente, enfin déjà Cher alors qu'elle a 17 ans. Hein. Sonny, très intelligent, qui est un gars, voilà. Et puis, petit à petit, il va comme ça arriver au film qu'on connaît, French Connection, L'Exorciste, et puis Cruising notamment. Entre deux, il aura fait Les Garçons de la Bande, qui est un film très touchant, je sais pas si quelqu'un l'a vu, c'est en DVD, Les Garçons de la Bande. C'est une soirée entre homos new-yorkais, il y a je pense que c'est une pièce de théâtre au départ, tout un panel de gays, et qui est un film très casse-gueule pour l'époque, et très touchant, il n'y a pas de faute de ton, et qui a fait beaucoup de bien, qui est très étonnant quand on sait qu'il a fait Cruising après, et tout ça est bourré d'anecdotes qui sont absolument incroyables. Alors déjà, Friedkin a toujours eu mauvais caractère. C'est-à-dire que si vous voulez avoir le manuel pour vous flinguer une carrière, vous faites ce que fait William Friedkin. C'est-à-dire que vous êtes coursier d'une boîte de télé et on vous confie enfin un petit bout de réalisation, eh ben vous boxez le producteur. Voilà, tant qu'à faire. Hein. Et mais surtout, c'est farci d'anecdotes invraisemblables, de portraits. Alors, il est copain avec des vrais mafieux, avec Harold Pinter, donc c'est assez écartelé hein, quand même. Puis alors, des histoires invraisemblables. Pendant qu'il réalise L'Exorciste, alors là aussi, la réalisation de L'Exorciste, c'est avec des théologiens jésuites, etc. D'ailleurs, la fin de L'Exorciste, ça finit bien, le film. Mais ça finit bien pour l'entité babylonienne. Les gens, c'est marrant, les gens sont toujours sortis de ce film en n'étant pas étonnés qu'un prêtre catholique se suicide. Non, ça se fait pas trop. Mais en fait, pour une divinité babylonienne, il y avait un rituel qui s'appelait le Namburbu, qui consistait c'est un rituel de remplacement. Si vous pouvez remplacer la victime par une autre, ben c'est bon, ben, c'est ce qui arrive dans le film. Donc le démon Pazuzu, il est content, il s'en va, voilà, c'est fini. Enfin, c'est pas un film catholique, et pourtant il a été super aidé par des jésuites. Et dans le film, à un moment, la jeune fille jouée par Linda Blair, elle passe un scan. Et donc ils étaient allés à l'hôpital de New York, je sais plus lequel, filmer. Et donc il y avait un type qui leur faisait un type en blouse blanche qui était là, qui n'était pas un acteur, qui faisait les opérations qu'il fallait. Bon. Et puis après, avec ses copains faits sur French Connection, Friedkin a entendu parler d'un tueur
de gays dans la communauté queer de New York et tout. Puis il s'est dit, bah, ça pourrait être intéressant. Et au moment où il commence à réfléchir à ce film, on trouve qui est le tueur des gays queer. Et là, il se rend compte, Fritzkin avec horreur, que c'est le mec qui avait passé les scans dans le film L'Exorciste. Et donc, la grosse responsabilité, Fritzkin se dit, bah, c'est pas moi qui l'ai poussé à tuer, mais enfin, quand on voit l'ambiance qui régnait sur L'Exorciste, est-ce que ça n'a pas joué? Et donc, Fritzkin va voir ce tueur de gays de la communauté queer et veut lui poser la question, pourquoi vous avez fait ça? Et l'autre lui disait, ça a quand même été un bon moment, William. Hein. Je me trouve pas mal quand même quand je revois les images, etc. Il me parlait de L'Exorciste. Donc c'est assez... ouais, hein, c'est bizarre quand même. Et là, il raconte donc le tournage de Cruising, que moi je trouve qu'il y a un très grand film, qui a été d'une violence, mais dans la rue, hein, dans la vraie vie, hein, où il s'est fâché avec Pacino. Fritzkin dit que c'est un peu sa faute. Bon, faut dire que Fritzkin n'a pas toujours été facile hein, en tant que directeur dans la direction d'acteur, mais enfin, c'est un grand livre, hein, remarquable livre. Bon, maintenant il dirige des opéras. Alors c'est marrant, moi, hein, au festival de Gérardmer, j'avais dîné pas avec Fritzkin, mais à la table de Fritzkin. On m'avait dit, t'as intérêt à faire gaffe parce que autrement ils t'en collent une. Hein, et non, moi je l'ai trouvé calme. Je crois qu'il n'y avait pas besoin de faire le malin. Et je pense que c'est pas le genre de type à faire le malin. Je pense que les grandes colères de Fritzkin étaient des colères sincères. La preuve, comme je vous disais, il a tout fait pour pas faire exploser son talent, tellement il a mauvais caractère. Donc, je pense qu'il y a une honnêteté derrière les violences de Fritzkin. Voilà, donc super livre. Bon, on est dans les temps où... Bon, super. Parce que là, ça va être... J'espère que vous avez pris vos sacs de couchage. Henri Darger, l'histoire de ma vie. Bon alors, Henri Darger, je sais pas quoi en dire parce que j'ai trop à en dire. C'est quelqu'un qui m'accompagne depuis 13 ans, 14 ans maintenant. Plus ou moins bien, que j'ai commencé à connaître, etc. En fait, voilà. Henri Darger, il est à l'origine d'un roman important pour moi qui s'appelle American Gothic. J'avais l'idée d'American Gothic, j'avais pas le personnage. Et un jour, je suis tombé sur Darger et tout s'est mis en place. Et le roman a pris forme autour de lui. Et puis, par un bon ami que beaucoup de gens connaissent ici, David Meulmans, qui a donné le livre à Kyoko Lerner, la légataire d'Henri Darger, par une série d'événements assez étonnants, parce que American Gothic maintenant se trouve dans l'appartement qui est décrit dans American Gothic. C'est marrant, donc une espèce de phénomène d'emboîtement. J'ai pu, avec Anne-Sylvie et tout ça, nous avons pu envisager, ce sera un travail long, de mieux faire connaître les écrits de Darger. Voilà, c'est ça qu'on aimerait faire. Et c'est un personnage absolu. Justement, lui, je pense que la clé, Sylvie, de la structure de l'autobiographie, c'est l'analogie, en fait. Il rapproche des événements. Quand on regarde bien ce qui se passe dans Histoire de ma vie, en fait, c'est marabout, bout de ficelle. C'est par analogie, c'est pas par chronologie. Bon. Alors, Darger, en rapide, né en 1892, famille conditions misérables, d'origine allemande, dans une maison de correction à Dönning, dans un premier temps, puis il va aller au Lincoln Asylum, qui renvoie le Arkham à une joyeuse plaisanterie. Hein. Lincoln Asylum... alors, j'ai trouvé, c'est facile, c'est relativement facile, les archives du Lincoln Asylum sur Internet. Internet, des fois, c'est vachement bien. Hein. Et il s'est passé des trucs horribles. Par exemple, tout le monde rigolait, notamment Nathan Lerner,
que Darger pensait que le viol, c'était... il savait pas ce que c'était le viol, quoi. Il utilise le mot tout le temps. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc bizarre, c'est que euh, Darger définit le viol comme étant le fait, ça c'est connu, hein, d'ouvrir le ventre d'un enfant pour voir ce qu'il y a dedans. Bon. Ça, c'est dans Darger. Et il se trouve, quand on regarde les archives du Lincoln Asylum, que au moment où Darger était dans l'asile, il y avait un médecin, une femme, qui, lorsque des enfants mouraient, elle faisait l'autopsie devant ses camarades. Donc, rapproche-toi, tiens, t'as vu Billy, ton copain, bah regarde comment il est dedans, Billy, etc. Voilà. Et ça, c'est authentique. Et en fait, il y a eu une commission d'enquête qui a été organisée contre le Lincoln, et tout ça est rapporté, et vous comparez, c'est la même date. Donc, autre chose, les fameuses fillettes à pénis des toiles de Darger, tout le monde se dit, ah, ils connaissaient pas la différence, etc. Non, 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 c'est pas possible. Darger a été enfermé de 9 ans à 17 ans à peu près dans l'aile nord du Lincoln Asylum, où il y avait des enfants de 7 ans à des jeunes hommes de 21 ans. Bon. Dans l'aile sud, il y avait l'équivalent femme. Et qui c'est qui va croire que tous les garçons de l'aile nord parlaient jamais des filles? Il y avait dans les gens de 21 ans des gens qui ont été pris pour vagabondage, qu'on mettait là, avec les fous, avec les orphelins, etc. Qui va croire qu'ils parlaient pas des filles? Donc même d'un point de vue théorique, Darger aurait fait la différence entre les... Et puis surtout, j'ai trouvé dans les manuscrits que Hugo Lerner m'a fait... Enfin, j'ai eu l'autorisation par des clés USB d'avoir les scans qui est au musée d'art moderne de la ville de Paris. Je suis tombé sur une feuille manuscrite de Darger, et sur le verso, c'est parce qu'il récupérait du papier dans les hôpitaux pour écrire. C'est une planche anatomique d'un pénis, et il est marqué reproduction de l'organe génital masculin. Donc en fait, au lieu de se perdre dans une espèce de romantisme, ah, il savait pas, c'est l'innocence et blablabla, non, tout simplement, il a peut-être inventé. Ça signifie peut-être quelque chose pour lui. Et il y a un spécialiste des mangas, un psy japonais qui s'appelle Saito, euh, qui a écrit un livre qui est très très bien, qui s'appelle Beautiful Fighting Girls, qui s'intéresse à ce personnage très japonais de la princesse combattante, bon, qui est dans les mangas, dans les etc. Et qui dit c'est comme ça. Et je pense que l'analyse de Saito, elle colle. En fait, c'est un enfant complet, celle qui a un pénis. C'est l'enfant qui peut enfin se protéger, combattre, et qui n'est pas divisé, etc. Et en fait, moi je suis très énervé, mais vraiment très énervé, par l'image qu'on a fabriquée de Darger, qui est l'espèce de ravi de la crèche avec du talent. Vous voyez, l'idiot de génie. Et pas du tout. On aurait pu dire la même chose de Van Gogh. Hein. On aurait pu... Van Gogh aussi peut passer pour un pimpin. Hein. Et si c'est parce qu'il n'a pas eu de culture académique, bah Gauguin, il n'en a pas eu non plus. Dans ce cas, Shakespeare, il n'avait pas le bac. Où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que c'est le jugement académique qui doit décider qui a du talent et là, on l'a réduit pour des raisons romantiques et financières à une espèce de crétin génial, quoi. Et l'art brut, non, ça colle pas. En plus, l'art brut, comme notion, même du Buffet lui-même, il disait à la fin, laissez tomber. Hein. Moi, je pense que c'était quelqu'un de très intelligent, au contraire. C'est un autodidacte, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais, et je parle en mon seul nom, c'est réhabiliter ça. Vraiment, c'est mon boulot de mes prochaines années, c'est essayer de réhabiliter d'art. Je vais pas imposer ma version, ce qui serait faire la même erreur, mais ne dire que des choses qui sont vérifiables. Après, on en fait ce qu'on veut, mais laisser tomber cette idée du crétin qui est du talent. En plus, c'est arrogant.
Et puis en plus, ça ne repose que sur la connaissance que de la moitié de son œuvre picturale, alors que quand on lit Darger, il dit que ce sont les illustrations de ses textes. Et il y a même dans ses manuscrits des pages où il y a marqué par exemple image 38. Donc c'est clair. Donc on a essayé de comprendre toute l'œuvre d'un homme par la moitié et par la moitié secondaire en plus. Moi je trouve que c'est d'une malhonnêteté qui est terrible. Vous pouvez nous montrer une image là? Enfin, le micro-moitié. Ben là je crois pas qu'il y en ait Si, il y a des choses. des traits représentatifs, si quand même, il y en a des jolis, mais elles disent rien. Ça dit trop rien, mais Mm. il faut voir les extérieurs avec ces fleurs. Ouais, voilà, par exemple, ça avec les Blengins, ces créatures, ces dragons là. Mais même ces dragons, ils sont pas tous pareils. Il est de quand? 1892. 12, 1973. Commence à écrire en 1910 sa fiction. Il arrête en 36 sa fiction. Puis après, il fera un journal. Et il reprendra une espèce de truc hybride entre l'autobiographie et le récit fictionnel avec Sweetie Pie. Une espèce de tornade. Grosse influence du Magicien d'Oz, mais parfaitement assumée. Hein, les personnages du Magicien d'Oz apparaissent aussi. Et alors, j'en parlais avec Jean-Luc il n'y a pas longtemps. Donc, je bosse sur ça et je me rends compte que, et il ne peut pas le connaître, indépendamment de lui, il y a un écrivain américain, Mark Schlomer, qui est le frère de Case. Son prénom, Case, lui. Ouais. C'est ça, bon, ben Mark Schlomer, qui a écrit The Green Dolphin of Oz, qui est la même chose. C'est-à-dire que ça c'est pour le collector, hein. The Green Dolphin of Oz, qui est édité début années 70 dans une maison d'édition qui s'appelle Vanitas Press, c'est une relecture du Magicien d'Oz, mais avec des meurtres de masse, des violences pédophiles, etc. Et c'est le même parcours, c'est assez étonnant. Le Magicien d'Oz, que ici des gens connaissent bien, a conduit à ça, c'est curieux, hein. Ouais, disons que dans le magicien, Déjà. plus on va dans les romans, Ouais. plus ils deviennent étranges Ouais. les gens coupés en morceaux, des Oui. apparitions, les gens qui se fait. Malheureusement, on n'est pas allé jusqu'au bout du Ouais. cycle avec le chercheur. C'est dommage. Ouais, mais, c'est dommage, ouais. Ça devient de plus en plus torturé. Ouais. Je crois qu'il en avait. Il y a peut-être une possibilité qu'il les enfants lui redemandaient tout le temps de revenir. Et on commence chaque roman en disant cédant à la pression de la petite, envoie Oui. des idées, etc. Ouais. Non, bien sûr, il n'a pas fait ça pour écarter les gamins, mais je crois qu'il Ah. n'a plus de limite. Il se donne plus de limite et ça devient vraiment très, très singulier. Il y a 6 romans et 6 romans. Le premier a été traduit et retraduit, c'est celui qui a donné lieu. Puis le deuxième avait été traduit, il me semble, une fois au moins. Et à l'époque où Claro travaillait sur Cosmos, qui est aussi évidemment. Bien sûr. Il avait discuté avec Cherche-Midi de la possibilité de faire le cycle en entier, qui n'avait jamais été fait par conséquent. Et donc il avait trouvé une traductrice excellente, Blandine Londres, qui m'avait demandé de collaborer à la chose. Et on a traduit, publié 6 romans, et en fait on en a 2 autres qui restent coincés pour le moment chez Cherche-Midi. Mais c'est le cycle originel Du Magicien d'Oz. Ah bon? 13 romans, et ensuite, à la mort de Baume, qui est mort assez rapidement, qui est mort encore assez jeune, il y a eu une continuation. Il y a des gens qui ont repris de sorte qu'il y a, je ne sais pas, une quarantaine de romans osiens, pour enfants quand même plutôt. Il y a même un cycle Oz soviétique. C'est-à-dire que le premier avait été une traduction, adaptation indépendamment des droits à l'époque de Staline, qui a rencontré un succès phénoménal. Et l'auteur a poursuivi en se démarquant de plus en plus, en créant son univers, enfin, Oz soviétique. Il y a plein de variations assez. Oui, Le Favre n'est pas le seul de variations plus scabreuses, mais pas oui. vraiment ensemble. Voilà, oui. Ça pour dire justement que Bohm a quand même
des héritiers étonnants. Mais il est le mieux, mais étonnant. C'est vraiment très beau. Le magicien d'Oz. Ah oui, bien sûr. Oui. Oui. Bah, de toute façon, les influences, même par la suite, sont évidentes, hein. Mais il s'en cache pas, il y a un camp de concentration qui s'appelle Dorothy, quand même. C'est génial, ça. En plus, les télescopages Chez Darger. chez Darger. Ouais. Et alors, le roman le plus connu de Darger, c'est Dans les royaumes de l'irréel, où il y a ces fameuses Vivian Girls, les 7 princesses qui sont les héroïnes de sa série. Mais alors, son deuxième roman, qui hésite sur les titres, qui est Nouvelles aventures à Chicago, hein, qui est le titre le plus plausible, il est remarquable. Bien sûr, il y a du travail, il y a à couper, il y a du travail d'édition qui a jamais été fait, mais il est remarquable. C'est un bouquin qui fait penser aux maisons hantées de Richard Matheson ou Shirley Jackson, et vraiment, hein, il y a une invention. Moi, je trouve que le roman de Maison hantée de Darger est mieux que Les royaumes de l'irréel, où là, il y a vraiment tout un travail à faire sur 7 à 13 volumes, ça dépend comment on compte. Parce que celui-là, il est plus resserré, et il est vraiment très bien. Puis en plus, ça a un côté Dark Knight de Frank Miller, c'est que dans le deuxième bouquin, les 7 princesses, c'est la fin. Et ça finit très mal pour... ça, c'est crépusculaire, c'est remarquable. Mais c'est un écrivain, c'est pas un peintre, ou en tout cas c'est un peintre dans un deuxième temps. C'est une invention des galeries, le Darger qu'on connaît, des galeristes plutôt. Après, comme tu sais, il y a un problème de masse qui est Oui, bien sûr. non résolu. Ouais. Le premier roman fait 15 000 pages et des pages de Ouais. 5 ou 6, voire 10 feuillets. C'est des pages Ouais. colossales. Donc c'est des quantités de textes qui sont... Ouais. Les deux autres sont plus courts. Ouais. Comment ça s'appelle ça? C'est le gros. Dans les royaumes de l'irréel. Ah oui, oui. Alors, il y a les romans ne sont même pas parus en... Ah non. Non, mais même là, il y a un trait bien sûr. Voilà. Les Américains se tirent la bourre depuis 20 ans pour savoir comment on fait. Et en France, on avance. Ouais, on a... Mais même si ça se fait pas ou si ça se fait tardivement, il faut réhabiliter ce que lui disait être, à savoir un écrivain. Il se dit écrivain. Sur 30 000 pages, il utilise une seule fois, parlant de lui, le terme artiste, et c'est pour le déplorer, parce qu'il a mal au dos. C'est dans cette partie qui a été traduite, voilà. Une seule fois. Par artiste, il entend créateur d'œuvres picturales. Par contre, écrivain, il l'utilise tout le temps. Parlons de lui. Il adore la météo, mais c'est vraiment un sujet de réflexion. Alors, je suis allé dans son journal, je me suis dépêché d'aller voir les grandes dates, notamment le jour de l'assassinat de Kennedy, parce que tous les jours, il notait la météo. Il dit, est-ce qu'il a été dévié de sa prise de météo? Il s'en fiche, il y a juste la météo. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est orage noir venant du sud, etc. On pourrait faire... c'est rigolo. Non, c'est quelqu'un de très touchant, de très attachant, et c'est un authentique artiste. Mais, enfin, je sais pas, ici, il y en a ce soir beaucoup de gens qui créent. Imaginez qu'on vous affuble d'une identité créatrice qui est reconnue, mais qui n'est pas la vôtre. C'est incroyable. Et donc, vous seriez encensé, célébré pour des raisons qui ne sont pas les vôtres. C'est horrible. À la limite, ne pas être connu du tout que pour être célébré pour de mauvaises raisons. Voilà. Et donc, d'une manière ou d'une autre, tous ces livres, je sais pas, je me retrouve, il y a le plaisir de les lire en soi, mais ça me pose des questions sur ce que je fais, sur ce qu'on fait, les uns et les autres. Et je pense que c'est ça la force des livres forts, c'est que ils valent pour eux-mêmes, mais c'est la palissade du jour, hein. Mais ils vous remettent en question, voilà. Faute de mieux le dire. Voilà.
mien sur Sherlock Holmes. Voilà, mais Ah non. Sortez, monsieur. comme il est déjà presque Si, 9h30. il sort aujourd'hui en poche la bio qu'on a écrit avec André-François Rioux. Il sort aujourd'hui. Oui, Comme il est déjà presque 9h30, je vais être très bref Oh, dans, déjà dans la conclusion en Ouais. fait de la partie euh, présentation de cette soirée, puisqu'ensuite on peut se retrouver autour du buffet qu'on va renouveler, hein, bien entendu, parce qu'il a été sévèrement attaqué au cours des minutes précédentes. Non, moi, enfin, traditionnellement, on termine en disant, bon, d'une part, bon, le choix est impressionnant, mais l'énorme majorité de nos libraires invités sont impressionnants, sinon on les inviterait pas. On a cette faiblesse de penser qu'on invite des gens qu'on aime bien et dont on pense qu'ils ont vraiment quelque chose à nous dire à travers, justement, les œuvres qui sont pas les leurs. Et dans le cas de Xavier Mauméjean, je pense que c'est flagrant. Enfin, c'est moi ce que j'aime dans ce que Xavier Mauméjean fait. Voilà, et je vais pas en 3 minutes présenter toute son œuvre, mais c'est cette capacité d'occupation des interstices, mais d'occupation en sincérité, en profondeur. C'est-à-dire que occuper les interstices de l'histoire officielle, de la réalité. On en parlait à l'instant, évidemment, en parlant d'Henri Darger, mais c'est valable pour presque tous les livres qui ont été cités ce soir. Ça suppose quand même une énorme curiosité, une énorme attention portée aux détails et une énorme honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, justement, soit en tant qu'auteur et créateur, de confondre les interstices qui sont ouverts et ceux qui sont fermés, en réalité, parce qu'ils sont documentés. Et le travail qu'on sent dans chacun des textes de Xavier Mauméjean est assez impressionnant parce qu'il y a cette façon d'aller exploiter l'interstice là où il est. Et ça suppose évidemment des recherches qu'on imagine, je ne vais pas dire obsessionnelles, parce que je pense que tout le monde aura senti ce soir que de toute façon il y a une part d'obsession dans la façon dont Xavier parle des livres, donc dans la façon dont il écrit aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Donc il y a une attention portée aux détails, aux zones d'ombre qui peut-être vont être propices à y mettre quelque chose qui va résonner avec autre chose, de façon inattendue, de façon surprenante. Et donc, je ne vais pas parler de tous ces ouvrages, mais simplement le dernier en date, La Société des faux visages, c'est quand même un vrai bonheur d'avoir rassemblé dans un interstice, en fait dans une série d'interstices, parce qu'il a fallu les assembler. Il y a un travail d'assemblage d'interstices pour que ça fonctionne. Parce ils sont pas tous livrés sur un plateau en disant tiens bah là j'ai une grosse plage de 3 mois où tous ces gens-là finalement je sais pas ce qu'ils ont fait, on va en profiter. Non, c'est plus fin que ça. Et parfois ça se joue à 48 heures entre une arrivée à New York et un départ à Chicago. Mais en tout cas il y a moyen de mettre en même temps Freud, donc Carl Jung, un moment où ça tire un peu entre eux, où justement Oui, c'est le moment où Jung Ça va démarre. commencer à devenir Jung et à Ouais. plus être seulement le disciple favori de Freud. Et puis le catalyseur de ça est quelqu'un qui est assez invraisemblable comme personnage dans cet univers de sérieux qui est Houdini. Enfin, donc le type qui commence, ça démarre, il est quand même accroché à l'envers dans une camisole. Il faut qu'il en sorte. Et puis sinon, de toute façon, s'il n'en sort pas, il va mourir. Bon, mais parce que c'est un grand magicien, prestidigitateur. Il a Et- maintenant son musée à Budapest Et depuis puis on quelques va- années. Évidemment, ça va résonner aussi avec des grands textes l'ai qui ont pas été vu encore. écrits aussi sur la prestigitation, du type évidemment de ce qu'a fait Christopher Priest par un angle complètement différent. Mais ensuite, de confronter cette situation-là à aller créer, trouver des archétypes intelligents pour parler de ce qu'on pourrait appeler le baron voleur ou le capitalisme triomphant. Le capitalisme triomphant, ce qui est un peu la même chose en réalité, à la fin du 19e siècle, ce qui est même totalement la même chose en réalité, pas un peu. Et c'est magnifique de voir comment Xavier Mauméjean agence là-dedans quelque chose qui est un vrai roman d'investigation, d'enquête, justement, où on convoque de la véritable littérature populaire, parce que moi, c'est ce que j'adore. Alors, ce que je trouve, et pourtant, je pense pas que les racines soient les mêmes, mais c'est ce qu'on retrouve chez Varigo Evangelisti, c'est cette capacité à mobiliser de la culture populaire et à y mettre dedans des grains de sel, des choses qui font mal éventuellement. Et c'est fait avec une habileté extrême dans ce visage, qui est un roman donc passionnant et étonnant, et qui en même temps, sous son couvert de divertissement populaire, parce qu'on va vous parler quand même de choses, est extrêmement dérangeant en fait dans ce qu'il propose à la fin. Et je vais pas vous le raconter parce qu'après, sinon, si c'est la bonne littérature populaire, dès qu'on en parle, on est en train de la spoiler, et c'est pas bien. Donc, en tout cas, je vous encourage vraiment, si vous l'avez pas déjà lu, à le lire, parce que c'est haletant. Bon, il y a ces racines qui sont ensuite les autres, évidemment, bien entendu. Alors, je parlerai pas de Kafka à Paris parce que, et là,
Honte sur moi, je l'ai pas lu. Mais en tout cas, vous pouvez aussi vous jeter les yeux fermés si vous l'avez pas déjà fait sur American Gothic, bien entendu, et sur Rosée de Feu. Voilà, et Rosée de Feu, ça a été mon premier contact avec Xavier Méjean. Et c'était étonnant parce que c'est un texte que j'ai adoré parce qu'il disait sur le Japon et que j'ai pas aimé parce que j'avais pas accroché moi au rapprochement Dragon et Japon. Ouais, enfin, c'est bête, j'aurais pu lire les trois formules du professeur Sato, hein, tout le monde l'a fait. Mais je l'avais lu aussi, mais justement, ça n'a pas fonctionné. Ben, et voilà, mais après, et comme quoi, parfois quand le premier contact avec un écrivain, on doute un peu, il faut pas hésiter à faire une deuxième fois et d'un seul coup, paf, c'est la révélation. On se dit, mais bon Dieu, mais c'est vachement bien. Et donc, ouais, c'est vachement bien, le mot est faible. C'est vraiment très intéressant et fort ce que fait Xavier Méjean. Et en tout cas, je tenais à te remercier d'avoir accepté de te prêter à cet exercice, toujours un peu plaisir. délicat, et vraiment merci infiniment. C'est un plaisir.